Bonjour, bienvenue au webinaire 101 de marketing. Mon nom est Marc-André Jones, je travaille avec Gestif depuis quelques temps déjà. Je suis un spécialiste, entre guillemets, du marketing de façon générale. J'ai eu 15 ans d'expérience dans le domaine. Et aujourd'hui, je combine ces efforts-là que j'ai fait dans les dernières années au système Dynamics 365 de Microsoft pour présenter le module marketing dans son ensemble. Évidemment, la présentation aujourd'hui se trouve à être sommaire, dans le sens où on va voir de façon générale ce que le système peut faire. Et au fur et à mesure que la formation avance, les gens, vous êtes invités à en fait, poser vos questions en temps réel, comme ça, vous pouvoir peut-être diverger, puis focuser sur des points qui vous sont plus pertinents. Donc, ceci étant dit, je vais partager mon écran. Question que ce ne soit pas moi qui soit le centre de l'attention, mais bien le système. Dites-moi simplement si vous voyez mon écran. Oui. Donc, le module marketing, de façon générale, c'est un ajout. En fait, ça peut être un ajout, ça peut être utilisé de façon autonome au système CRM. Donc, c'est une série de fonctionnalités qui sont basées sur les données qui se trouvent dans notre base de données. Donc, c'est des fonctionnalités pour aller faire de l'acquisition principalement de leads, créer une certain sens de l'appartenance, si on veut, avec nos clients et améliorer nos performances générales. Le système se base sur les trois tables qui se trouvent à être les tables de base pour le CRM, soit la table compte, contact et la table lead. Donc, tout ce que le système va faire va se baser sur les éléments qui se trouvent dans ces trois tables-là principales, en fait, qui se trouvent être le cœur du système CRM. Donc, dans l'application marketing, comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui vont l'utiliser toutes seules. Donc, ils n'auront pas nécessairement une autre application, comme par exemple Sales ou Field Service. Ils vont utiliser seulement marketing et ils vont utiliser toujours la même chose, les données de compte contact et lead. Dans le cas où une entreprise aurait, par exemple, le module Sales, Field Service ou un autre, en fait, marketing ne vient pas créer un duplicata de ça, vient simplement utiliser les mêmes tables. Donc, on se base toujours sur les données qui se trouvent dans notre CRM et il n'y a pas de tout ce qui est importation, exportation de données, comme on pourrait le retrouver dans des outils externes. Du genre MailChimp ou compagnie là, qui doivent avoir un système de transport de données pour pouvoir se parler avec le CRM. C'est le gros avantage, si on veut, de marketing parce que bon, tout est déjà là, il n'y a pas de transfert, on utilise les mêmes éléments. Donc, ceci étant dit. Dans le système, on retrouve plusieurs zones. Là, c'est un environnement de démo, donc il est en anglais, mais le système est pareil, français, anglais ou autre langue. Donc, les zones, on se trouve avec le marketing en temps réel, le marketing sortant et les événements. Donc, l'événement est pas un module à part entière, mais c'est une série d'outils relativement puissants qui permettent d'organiser des événements de petite et de très grande envergure. On le regardera tout à l'heure. Je dirais que de façon générale, les gens qui utilisent marketing vont au départ commencer à utiliser le outbound marketing, qui est le marketing sortant. Pardon. Donc, tout ce qui est courriel, infolettre, acquisition de leads, création création d'événements à petite échelle. Il va y avoir la gestion de certains médias sociaux aussi. Donc, les listes d'abonnements vont être aussi gérées à travers ce système-là. Donc, cette zone-là, liste d'abonnements, on va les voir tout à l'heure.
et tout ce qui est formulaire en ligne, donc formulaire sur votre page web, par exemple, les contactez-nous et compagnie, c'est le genre de formulaire qui peut être créé à travers marketing et mis hébergé sur votre site web. On peut faire des landing pages aussi, donc des pages d'arrivée, dans lesquelles toute l'information que les gens ou les visiteurs vont entrer vont éventuellement se retrouver directement, dépendamment de la configuration qu'on va leur faire, directement dans les leads ou dans les contacts. Donc, on va avoir directement l'information rapidement, sans passer par une tierce partie, dans notre système CRM, pour éventuellement le pousser à nos gens de vente. Par exemple, si on a des représentants en vente qui veulent contacter des clients. Pardon, j'ai un petit peu de difficulté avec ma gorge, je m'excuse. Donc, si on va au départ, dans le fond, le système il fonctionne toujours fonctionne en 3 étapes. Il y a 3 grandes questions finalement. Il y a le qui, quand et quoi. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, c'est à qui on veut parler, qu'est-ce qu'on va leur dire, puis quand est-ce qu'on va leur présenter ou leur envoyer ou leur parler finalement. Donc, le qui, ça se retrouve dans la section client. Donc, on a compte et contact, dépendamment de ce qu'on utilise le plus. On peut utiliser les deux. Mais le plus intéressant, c'est au niveau des segments et les listes d'inscription. Donc, si je vais voir dans les segments, je rappelle que c'est un environnement de démo. Donc, ça se peut qu'il n'y ait pas il n'y a pas de segment. Donc, un segment, en fait, c'est basé sur des caractéristiques de mes tables, donc du CRM. Je vais aller voir un contact pour expliquer un peu ce que je veux dire. Donc, si je prends n'importe quel contact, par exemple celui-là, pas grand-chose dedans, évidemment, mais ce n'est pas très, très grave. L'idée, c'est de dire les informations qui sont partout dans mes tables contacts, donc dans mon enregistrement de Anthony Pruy, on va dire. C'est des informations sur lesquelles je vais pouvoir segmenter ma clientèle. Donc, dépendamment de mon industrie, il y a des informations qui sont plus pertinentes que d'autres. Par exemple, si moi je vends des robes, ben, le fait que mon client soit un gars, il y a peu de chances que je lui vende une robe. Ça se peut, mais il y a peu de chances. Donc, on va pouvoir segmenter, par exemple, nos clients par rapport à nos promotions. Si je suis un magasin de vêtements, ben, je vais faire des infolettes basées, par exemple, sur le sexe de mes clients. Donc, est-ce que c'est des hommes ou des femmes? Je peux créer 2 infolettes différentes, 2 communications différentes, séparément. Le tout basé sur le champ, en fait, donc les champs qui se trouvent dans mon système. Ça aurait pu avoir, est-ce que la personne est mariée? Est-ce qu'il est séparé? On peut rentrer la date d'anniversaire. On peut rentrer les adresses, le titre du travail. Est-ce que la personne... et ça en passant, tout est modifiable. Donc, si des gens qui se trouvent avoir une entreprise qui a des caractéristiques très particulières, par exemple, genre, je ne sais pas, mais on pourrait dire, ben moi, tous mes comptes ou mes contacts, c'est des gens qui fonctionnent, par exemple, par appel d'offres. Donc, est-ce que la personne, c'est une personne qui est décisionnaire ou non? Donc, ce genre d'informations-là, on peut les rajouter dépendamment de comment notre CRM est conçu. Et tant que ça se trouve des informations qui se trouvent dans les comptes ou les contacts, ben, il y a moyen avec le module marketing de créer un segment par rapport à ça et de dire, ben, voici les gens que je veux contacter basés sur telle ou telle caractéristique ou critères donc, qui se trouvent dans mon système. Par exemple, dans les comptes, évidemment, il va y avoir des informations différentes que dans les contacts. Donc, si par exemple, on a une industrie, par exemple, dans le cas ici, c'est un système démo, mais c'est pas grave. Par exemple, je sais, moi, j'ai des gens qui sont dans l'industrie de la consultation. Ben, je peux faire une communication seulement aux gens qui sont dans l'industrie de la consultation, si je le veux. Donc, si on retourne dans mes segments, je vais créer, par exemple, un segment. Dans la création d'un segment, il y a des templates, il y a déjà des templates qui se trouvent être
créé par Microsoft. On peut partir de zéro. Donc, en créant un segment, on peut dire qui se trouve dans ce segment-là. Là, je vais y aller simple, mais l'idée est la même. Là, peu importe ce qu'on choisit d'avoir, je veux choisir des critères. Donc, les champs que je vous parlais tout à l'heure dans les comptes et contacts se trouvent ici. Donc, on les voit, vu que je suis dans le contact, on voit l'ensemble des champs qui se trouvent, ou dans le fond, l'ensemble des champs sur lesquels je pourrais me baser pour créer mon segment. Je peux mettre plusieurs champs. Par exemple, je peux dire, ben moi, il faut absolument que la personne, je ne sais pas moi, ait un courriel. Donc, on va dire contient des datas dans leur courriel. Et je vais dire, je veux que, par exemple, je ne sais pas moi, ça soit, on va mettre le genre, on va dire, que ce soit des hommes. Donc, là, ce que ça va faire, c'est que mon segment, ben, c'est un peu exactement comme quand on fait une vue sur une table. C'est sensiblement le même principe. Donc, il va prendre l'information et il va la regrouper, puis ça va nous donner à la fin un segment. Un segment qui va être utilisable plus tard. Là, dans ce cas-ci, je ne sais pas à quel point il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans mon segment. On va regarder s'il y avait des données dans mon environnement de démo. Donc, j'ai une personne. C'est le même gars que tantôt. Donc, parce que dans le fond, j'ai mis homme, fait que c'est le seul que j'avais enregistré comme étant un homme. Mais normalement, vous allez si si j'ai 10 000, 20 000 contacts, ben, il peut y avoir 1 à 20 000 personnes qui se trouvent dans ce segment-là. Suivant mon segment, j'ai créé un segment, parfait. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je dis, ben, moi, je veux envoyer, par exemple, des courriels à ces gens-là. Parfait. Donc, dans l'exécution marketing, il y a 3 éléments, mais je dirais que l'élément principal va être, ben, les 2 éléments principaux, en fait, c'est le Customer Journey, donc le parcours client ou les courriels. Dans les courriels, il y a un éditeur de courriels, donc on va recréer des courriels de cette façon-ci. Donc, on va avoir un choix, on utilise à partir d'un template. Donc, on peut se créer des modèles. Ces modèles-là vont être réutilisables. Si par exemple, on dit, ben moi, je vais passer du temps, je vais créer un modèle avec une en-tête, et cette en-tête-là sera à l'image de, par exemple, mon infolettre mensuelle, à l'image de des promotions, par exemple, que je fais si je fais une promotion, si j'ai l'entreprise de services ou de produits qui fait justement de ce genre de promotion-là, on peut adapter ça pour utiliser toujours la même signature visuelle. Ce qu'on va changer après, c'est le texte. Le texte, les images, les liens, etc. Donc, l'éditeur, en fait, est sensiblement, comment dire, facile à utiliser. À droite, vous avez les éléments qu'on peut rajouter, du texte, des images, des boutons, on peut mettre des vidéos, des diviseurs, on peut mettre un code QR. Et chaque image, on peut mettre des informations dedans, évidemment, dans le alternative text, dans le fond, c'est-à-dire des images que les ordinateurs, les browsers vont lire. Donc, voilà. Donc, on peut se monter une banque d'images, on peut lier avec un lien externe, on peut même mettre sur des événements, un meeting team, si on veut, dedans. Et donc, ce courriel-là, finalement, va éventuellement devenir utilisable à travers un parcours client. Je vais ouvrir un courriel qui existe déjà pour vous montrer un peu ce que ça peut avoir l'air. Donc, vous voyez, ça, c'est un courriel qui a été créé, évidemment, dans le truc démo, mais ça donne une idée. Donc, on peut mettre des images, du texte, on peut mettre des liens vers un blog, les liens vers nos réseaux sociaux. Des liens vers Unsubscribe, le Customer Service, d'en apprendre plus, aller directement sur notre site web. Et ce courriel-là va être envoyé à travers un parcours client. Donc, le parcours client, ça, dans le fond, ce que je viens de faire, c'est qui. Ensuite de ça, le courriel, c'est quoi. Et le Customer Journey, c'est quand. Donc, le parcours client, puis en passant, tout ce qui est envoyé à travers Dynamics Marketing est envoyé à travers un parcours client.
Donc, c'est toujours un déclencheur et un courriel ou une communication. Puis, il peut y avoir des différents, comment dire, différents segments ou différents chemins qui vont être utilisés. Donc, si je regarde, par exemple, une campagne rapide là, qui a été faite, donc, le premier point, c'est toujours à qui on veut envoyer, qui fait partie de ce parcours-là. Donc, c'est là où on va retrouver, par exemple, nos segments de tout à l'heure. Donc, si je dis, par exemple, mon segment tantôt, c'est mes hommes avec courriel. Évidemment, ça ne fait pas tant de sens dans ce cas-ci, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de dire, ben, j'ai un groupe de personnes segmentées par rapport à leurs caractéristiques de clients, donc leurs caractéristiques qui se trouvent dans le CRM. Ensuite de ça, je dis, bon, mais parfait. Quand le contact est membre de ce segment-là, donc quand il fait partie de ce segment-là, ça commence. Donc, le parcours client commence. Ce que ça veut dire, c'est que si demain, j'ai un nouveau client qui arrive, que je ne connaissais pas, que j'ajoute dans mon système et qui correspond à, donc c'est un homme et qu'on rentre un courriel, automatiquement, la personne devient membre de ce segment-là. Donc, le Customer Journey, donc le parcours, commence. Ça veut dire que c'est un système qui est en temps réel. Donc, si par exemple, avec mon exemple, si je dis, par exemple, j'envoie, moi, quand quelqu'un devient un client chez nous, ça pourrait être ça. Donc, les gens qui sont clients avec courriel, au lieu d'être homme, c'est un client. Donc, dès que la personne devient client chez nous, moi, je vais leur envoyer un courriel de bienvenue, tout simplement. Donc, quand la personne devient membre, devient client, le journey commence pour cette personne-là ou ces personnes-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il commence, on envoie un courriel. Ensuite de ça, on peut dire, ben, si, par exemple, j'ai répondu, ou c'est-à-dire si j'ai ouvert le courriel, qu'est-ce qu'on fait? J'envoie un autre courriel, par exemple, d'invitation. Sinon, ben, je peux dire, ben, j'envoie un deuxième courriel de rappel. Et je peux faire des branches de oui-non comme ça jusqu'à temps que j'ai atteint mon objectif, mon but. Évidemment, si c'est un courriel de bienvenue, on n'est pas obligé d'être insistant à ce point-là. Par contre, si c'est des courriels suivant un appel de service pour certains clients, ben, à ce moment-là, c'est important d'avoir un feedback. Les gens qui nous ont envoyé des demandes d'information, par exemple, sur notre site web, on ne veut pas les laisser en attente ou en suspens. On veut vraiment faire un suivi, on veut démontrer une proactivité envers ces gens-là. Donc, de faire plusieurs branches avec plusieurs initiatives différentes. Du genre, j'envoie un courriel. Si par exemple, la personne ne l'a pas ouvert, ben, on peut dire, ben, on va attendre. Parce qu'ici, on peut mettre aussi du temps. Ben, si par exemple, on attend, on va dire, ben, je vais attendre 3 jours, une semaine et demie, dépendamment. Et s'il n'y a toujours pas eu de réponse, ben, on va faire un appel. Donc, on va attribuer à notre représentant ou au propriétaire, entre guillemets, du compte ou contact, de faire un appel à ces gens-là. Puis, dans l'appel, on peut faire un script d'appel, dire, bon, ben, voici ce que tu dois demander, voici ce qui doit être assigné ou ce qu'on va avoir comme information pour ces gens-là. Donc, ça, c'est un Customer Journey, donc un parcours client, entre guillemets, typique. Donc, on veut utiliser ça à bon escient. Donc, ça peut être utilisé justement pour être proactif, pour enlever, si on veut, une espèce de charge de travail ou j'allais dire stress, c'est peut-être un peu intense le stress, mais de ne pas oublier ou de laisser tomber un client ou de souligner un événement du genre, on peut faire un parcours client pour souhaiter bon anniversair aux gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc, les gens vont créer un parcours client, donc qui est récurrent annuellement. Je pense qu'il y a même un template, en fait, un modèle qui est déjà créé par Microsoft. Email Journey, peut-être pas. Donc, quand on crée un nouveau parcours client, c'est un peu ce qu'on va retrouver. Donc, qui, quoi, puis éventuellement quand, mais le quand, c'est quand la personne arrive dans ce segment-là. Par contre, si on se dit, moi, je vais envoyer des infolettes toujours le premier du mois.
à mon groupe de personnes que j'ai choisi. Donc, par exemple, celui-là, puis j'en ai juste un dans mon démo. On va dire, mais c'est pas nécessairement quand la personne arrive dans ce contact-là. Donc, il y a deux façons de le faire au niveau des infolettes. C'est soit que j'y vais par un Customer Journey, avec des informations qui se trouvent dans, c'est toujours avec un Customer Journey, mais je veux dire, avec un segment qui regroupe des caractéristiques qui se trouvent dans le CRM, ou on va y aller avec les subscription lists que je vais vous parler dans quelques instants. Donc, on va dire, par exemple, moi, je veux que toutes les personnes qui se trouvent dans ce segment-là, donc ça peut être l'ensemble de mes clients, ou l'ensemble des gens qui sont inscrits, ou l'ensemble des gens qui veulent recevoir ça, mais je veux envoyer un courriel. On va dire, parfait, quel courriel tu veux envoyer? On va dire, moi, j'en ai, dans mon système, je n'ai pas tant que ça, là, finalement. Je vous dis une merde, il faut qu'il soit, c'est parce qu'il faut qu'il soit live, en fait, c'est ça le problème. Mais mon courriel apparaîtrait ici. Donc, c'est les courriels qui se trouvent dans mes marketing emails. Je choisis un courriel qui se trouve être, par exemple, infolette 2022 ou novembre 2022 ou premier courriel de l'année. Mais là, je ne dis pas à chaque fois que la personne veut qui arrive dans mon segment que je veux que ça s'envoie, je veux attendre. Donc, on va dire, par exemple, parfait, moi, on va attendre. Et on va dire, par exemple, on va dire au système, moi, je veux que tu envoies le courriel infolette, par exemple, je ne sais pas moi, le premier mardi du mois, et je veux que tu l'envoies, par exemple, à 13h. Parfait. Donc là, je peux le créer aujourd'hui pour le 6 décembre. Je peux le créer pour le 6 décembre 2023 si je voulais. Donc dans un an, il n'y a pas de problème. Donc on prépare, si on veut, nos infolettres ou nos communications. Donc on va par exemple le renommer, on va dire Customer Journey. Non, c'est pas un Customer Journey. Je veux que ça soit par exemple infolettre. Donc, mon infolette décembre 2022 prend la liste de ces gens-là, donc tout le monde qui va être inclus dans les contacts. On attend au 6 décembre et ensuite de ça, on va choisir le courriel qu'on souhaite envoyer et c'est terminé. Donc, le segment en tant que tel, c'est des segments qui sont dynamiques, donc qui se mettent à jour en temps réel. Ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple de nouveaux clients, c'est le même principe. Donc, si j'ai un nouveau client, par exemple, j'ai un segment de mes clients qui sont dans la région de Montréal, parce que c'est le critère que j'ai choisi. J'en ai, je ne sais pas moi, 1225. Puis demain, j'ai un nouveau client dans la région de Montréal. Sans que je fasse rien, mon segment va se mettre à jour à 1226. Ce qui fait que si j'utilise ce segment-là pour envoyer un courriel, sans nécessairement penser à ajouter les nouveaux clients dans la liste, ça se met automatiquement à jour. Et jusqu'au moment où on aura choisi d'attendre, le courriel va partir à ces gens-là. Au même titre que si on n'a pas de temps, de délai, par exemple un courriel de bienvenue, je peux dire, par exemple, au lieu d'attendre jusqu'à, on va dire, par exemple, on attend, on va mettre, par exemple, 2 jours. Donc, on pourrait l'appeler, au lieu d'infolette décembre 2022, bienvenue chez nous, par exemple. Donc, ça, c'est notre parcours client de bienvenue. Donc, quand les gens deviennent membres, donc ils deviennent clients chez nous, on attend 2 jours, on envoie un courriel de bienvenue, dire bienvenue chez nous, voici comment on fonctionne, voici les liens importants, etc., etc. Donc, c'est un peu les grandes lignes du système, c'est-à-dire des fonctionnalités de base, parce qu'au final, après ça, c'est la créativité de tout le monde, des utilisateurs qui vont venir faire en sorte que le module marketing va devenir vraiment, vraiment performant pour l'entreprise. Et l'utilisation aussi des données, donc l'utilisation en anglais c'est insights, donc c'est
les statistiques, si on veut, de chacun des événements. Donc, ça peut être du courriel en tant que tel, ça peut être du Customer Journey, parce qu'il y a les insights ici. Donc, ça va nous dire, par exemple, combien de personnes ont reçu, qui a fait partie de cette journey-là, donc de ce parcours-là. Est-ce qu'il y a eu des parcours qui ont été incomplets? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a des courriels qui sont pas bons? Il va nous les lister, on va être capable de savoir qui a des courriels qui sont pas bons. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont jamais ouvert? Est-ce que parce que ça a bouncé? Donc, le courriel était comme plus de service. Donc, il y a plusieurs informations qui peuvent être recueillies de ces insights-là qui seraient utilisables, en fait, que je souhaite que les gens utilisent pour les prochaines communications. Ne serait-ce que de savoir quand est-ce que, moi, dans le fond, j'ai dit tantôt le mardi à 13h. Est-ce que c'est réellement le moment dans ma semaine où il y a le taux d'ouverture le plus élevé? Peut-être pas. Donc, à valider. Donc, avec ça, on a une vue graphique du moment d'ouverture le plus élevé. On sait qui les a ouverts, à quel endroit, etc. Donc, si j'ai un de mes clients qui est en vacances au Japon, je vais avoir une ouverture au Japon, par exemple. Voilà. Donc, ceci étant dit, il y a une subtilité entre les segments et les listes d'inscription qui est quand même importante à savoir, puis pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, en termes de liste d'inscription, c'est des listes d'inscription du genre infolettre. Si, par exemple, vous avez sûrement déjà vu ça, des sites web, vous dites inscrivez-vous à notre infolettre, par exemple, rentrez votre courriel, blablabla. Donc, vous rentrez votre courriel, vous êtes inscrit à l'infolettre. Pour la prochaine infolettre, vous la recevez. Ça peut être une infolettre de façon globale. Ça peut être aussi des infolettres ou des communications qui sont très spécifiques. Par exemple, on a des clients qui vont être avec ils vont avoir plusieurs créneaux. Donc, ils vont faire affaire, par exemple, avec des ordres professionnels ou ça peut être même des syndicats, ça peut être des gens où ils ont plusieurs secteurs d'activité très précis au sein de leurs activités à eux. Par exemple, on peut dire, ben moi, je fais, je sais pas, moi, je fais une infolette qui est spécifique pour, par exemple, tous les gens qui sont membres du barreau, donc les avocats. Donc, parfait. Ensuite de ça, j'ai aussi une infolette qui sont spécifiques aux gens qui sont dans la fonction publique, par exemple. Donc, ça peut être toutes des listes d'inscriptions. Donc, moi, en tant que client, je suis intéressé à savoir des nouvelles de la compagnie, mais aussi ce qui est spécifique à mon industrie. Alors, une liste d'inscriptions, en fait, c'est une liste qui ne se base pas sur les caractéristiques des contacts et comptes. Je pourrais avoir, parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on se base sur les contacts et comptes, je dois sélectionner ce qui se trouve dans les contacts comme information pour pouvoir sélectionner mon segment. Donc, je dirais, par exemple, je veux les gens qui, je ne sais pas, qui viennent de Montréal, les gens qui sont des hommes, les gens etc. Mais ça se peut que dans ma liste d'inscription, j'aille un mélange de tout ça et que ce soit presque impossible. En fait, c'est souvent impossible de venir inscrire ou de venir retirer, si on veut, l'élément commun. Le dénominateur commun est souvent impossible à aller chercher. Ce qui fait que la liste d'inscription, le seul dénominateur commun, c'est l'intérêt que la personne a envers la liste, tout simplement. Et ce n'est pas basé sur des comptes et contacts. Et c'est la subtilité, en fait, qui est intéressante. Et autre point aussi qui est intéressant, c'est que c'est en guillemets, un libre service. Donc, dans notre environnement, il y a un lien quand on envoie un courriel aux gens. Ce lien-là redirige vers une page. Et cette page-là, je vais vous la montrer. En fait, c'est un formulaire d'inscription par défaut qui ressemble à ça. D'après moi, il n'est pas très joli, mais c'est pas grave. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça peut avoir l'air, par exemple. Quand moi, on reçoit un courriel, en bas, c'est écrit en lien, un petit lien, vous désinscrire. Ça peut être aussi un lien qui s'appelle gérer mes préférences de compte ou de communication, par exemple. Donc, quand je vais cliquer sur ce lien-là, je vais avoir une page web qui va s'ouvrir et ça va être exactement ce qu'on voit là. Au lieu d'être courriel, il va y avoir mon courriel d'inscrit ici.
donc le courriel à laquelle j'ai reçu la page, et je vais pouvoir venir sélectionner. Ben, je veux, par exemple, communication corporative, oui, ça m'intéresse, je clique dessus. Opérationnel, non. Et puis c'est ça. Donc là, dans ce cas-ci, il y a deux options. Donc, je fais soumettre. Donc là, ce que ça va faire, c'est que moi, dans mes listes d'inscription, j'en ai dans mes listes d'inscription, j'ai communication corporative, j'en ai une qui va s'appeler communication opérationnelle. Corporative, opérationnelle. Donc, ces deux listes-là, les gens vont décider d'y adhérer ou de s'enlever sans nécessairement qu'il y ait personne de chez vous qui fasse l'opération manuellement. Donc, il y ait inscrire ou désinscrire les gens. C'est comme ça leur tente, finalement. Donc, c'est au bon vouloir de chacune de ces personnes-là. Et dans cette communication-là, dans cette liste-là, j'ai une liste de membres. Tu sais, je peux avoir 1000 membres, je peux avoir 2 personnes, je peux avoir la quantité que je veux. Et ces listes-là sont utilisées dans les Customer Journey, donc dans les parcours clients. Donc, si par exemple, je dis, ben, moi, je veux une nouvelle monthly newsletter, par exemple, donc une infolette mensuelle, on va dire, ben, je veux pas, pardon. On va dire, c'est pas un segment, dans le fond, que je veux. C'est à ma liste d'inscription et je veux qu'ils soient ceux qui sont inscrits à opérationnel. Et là, je vais dire, ben, j'attends pas une heure, mais je vais attendre le 1er décembre. Et voici mon courriel mon courriel qui se trouve à être mon infolette du mois. De façon générale, les listes d'inscription, c'est réellement ce qui est le plus utilisé parce que, ben, premièrement, on n'a pas besoin d'embourber le CRM de nouveaux champs. Par exemple, si on disait je n'utilise pas des listes d'inscription, je vais utiliser réellement un segment. Il faudrait que dans mon segment, j'ai un champ qui s'appelle, par exemple, veut recevoir l'infolettre. Puis là, ça serait oui-non. Mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas nécessairement faire ça, parce que ça va devenir, ça va embourber, si on veut, le CRM. C'est pas nécessairement pertinent pour personne si oui ou si non. Puis en plus, c'est que la personne ne pourra pas l'utiliser. Il ne faut pas s'inscrire ou se désinscrire elle-même. Il va falloir qu'elle utilise soit vos courriels, qu'elle appelle le service à la clientèle ou peu importe, pour qu'on puisse l'enlever finalement de cette liste d'envoi-là. Donc, c'est le gros avantage de la liste d'inscription. C'est souvent utilisé pour des envois récurrents et non pas, par exemple, pour un matériel promotionnel. On pourrait le faire, mais de façon générale, c'est des envois qui sont récurrents. Donc, c'est ça. Suivant ça, il y a dans le module marketing les formulaires aussi qui est hyper important en fait parce que c'est avec ça qu'on va aller chercher de l'information directement à partir de votre site web. Donc des choses tout simples. Donc ça évidemment c'est affreux. Il y a moyen de le mettre très très joli aussi avec son HTML, avec mettre du CSS puis modifier les options, les grosseurs de texte, etc. On peut utiliser, juste un petit problème de souris, donnez-moi une seconde. Les piles commencent à être mortes, et puis je vais prendre juste ma souris physique, ça va être plus branché. Donc, je recommence, je m'excuse. Donc, je disais, les informations qui vont être entrées là, vous allez afficher ça sur votre site web. Donc, c'est ce formulaire-là. À chaque fois que quelqu'un va l'entrer, vous appuyez sur Submit ou Envoyer. Les informations entrées vont aller quelque part dans votre CRM, l'endroit qu'on aura bien choisi. Donc, ça peut être par exemple des leads, ça peut être sur une liste une liste qu'on a vue tout à l'heure d'inscription. Ça peut être directement dans les contacts aussi. Donc, c'est des formulaires qui se trouvent un peu partout sur votre site de façon générale. Et on peut utiliser ça comme source d'information. On peut combiner, par exemple, on peut mettre le formulaire sur une page landing page, donc une page marketing, qui est hébergée sur notre serveur. Par exemple, une page de ce genre-là, qui est une page standard. On voit, par exemple, la page avec les différentes sections qu'on a bien voulu mettre. Je vous dirais que normalement, le formulaire est en bas, mais il reste que c'est ça. Donc, on va créer une page, ça c'est une landing page. Souvent,
on va la combiner avec une campagne en ligne payante, donc pour générer du trafic sur cette page-là et générer des leads, en fait, du moins le plus qualifié possible. On se souviendra qu'une page, une landing page, a un taux de conversion en moyenne d'autour de 4 à 5 pour les bonnes landing pages. Donc, il s'agit de voir combien de gens on souhaite aller rejoindre, faire nos calculs, puis essayer de trouver un bon équilibre entre le prix et notre résultat souhaité. Donc, voilà. Les pages marketing, on peut en faire tant qu'on veut. C'est hébergé directement sur notre serveur à nous, donc sur votre domaine. Le formulaire, on peut l'en créer directement ici. Pas obligé d'être sur une page marketing, ça peut être sur une de vos pages actuelles. Ça peut être aussi, il y a une fonction qui s'appelle Capture Form qui est intéressante. Il y a certaines entreprises qui ont des sites web qui sont quand même étoffés avec beaucoup de CSS, beaucoup de données qui devient un peu compliqué à reproduire, si on veut, ici. Donc, le Dynamics a une fonction qui est Capture Form, dans le fond, qui va demander la coopération du service web, finalement, ou des gens qui s'occupent de votre site web. Et on va mettre, par exemple, un tracking script, donc un script de suivi sur la page qui va permettre à Dynamics de valider la propriété de la page déjà, mais aussi d'aller faire une lecture de ce qui est sur cette page-là. Et, comment dire, ensuite de ça, quand la lecture sera faite, il va être capable de reconnaître s'il y a des formulaires déjà présents sur la page, puis d'aller mapper les formulaires avec les champs qui existent déjà dans votre système. Donc, quelqu'un qui aurait un formulaire qui existe déjà, qui ne veut pas nécessairement le refaire, peu importe la raison, on est capable d'aller utiliser le Form Capture pour aller lire la page et aller reconnaître les champs existants sur la page pour éventuellement les rentrer, donc rentrer les réponses que les gens donneront dans notre CRM directement. C'est un peu comme si on allait espionner le site web pour aller juste prendre l'information quand la personne clique sur « Envoyer ». Ça évite de refaire, si on veut, la section et c'est beaucoup plus rapide. Donc, voilà. C'est grosso modo ce qu'on peut voir du système du module marketing. Donc, on a les segments, les listes d'inscription, on a les parcours clients, les courriels, les formulaires, les pages. On peut faire des sites web complets aussi si on veut. On peut dire, ben, il y a les événements. Donc, est-ce qu'on a des événements qui arrivent éventuellement? Donc, par exemple, des événements, par exemple, soit des workshops, ça peut être en ligne aussi, c'est pas nécessairement toujours dans un salon. Ça peut être comme on fait aujourd'hui, en fait, une formation en ligne comme on fait là. Ensuite de ça, on a la gestion des enregistrements, donc les gens qui se sont inscrits à l'événement. On est capable de voir qui, ils viennent de où, se sont inscrits à quoi avec un enregistrement ID. Donc, on est capable de voir quel genre d'informations ils ont, c'est qui, ils viennent de quel endroit, quand est-ce que ça a été enregistré. Peut-être qu'il va y avoir d'autres informations qui auront été demandées qu'on peut entrer là pour nous donner une idée globale de notre audience. Ensuite de ça, c'est sûr que ça, c'est les deux. C'est comme une version excessivement épurée de la section de planification d'événements qu'on peut regarder rapidement. Donc, là-dedans, on est capable de voir, il y a plusieurs événements. Il y a des gens qui vont être les enregistrements, l'événement, donc les gens qui vont être inscrits. Il va y avoir des gens, par exemple, il y a des gens, des speakers, des gens qui vont donner des conférences, les check-in, donc ceux qui sont rentrés directement. On est capable de faire de la gestion de building. Donc, si par exemple, vous avez un bureau avec plusieurs salles de conférence, vous pourriez créer plusieurs buildings si vous en avez, plusieurs pièces, donc salles, différents layouts, donc comment les salles sont organisées avec un nombre de personnes. Ensuite de ça, on peut avoir des vendors s'il y en a. Par exemple, quelqu'un qui fait un événement du genre salon de l'habitation. C'est gros pas mal, mais c'est le même principe. Donc, des gens qui vont être présents, qui vont occuper un espace pour vendre des éléments.
On peut faire de la réservation de chambre d'hôtel, du sponsorship. Donc, c'est vraiment, vraiment complet. Donc, ça ici en soi, c'est une formation en tant que telle. Ça s'adresse évidemment aux gens qui font énormément qui font plusieurs événements et qui ont besoin d'avoir l'information tout au même endroit. En fait, c'est ça la clé, en fait, le message bottom line, si on veut de toute la formation, c'est que le système, en fait, est tout au même endroit et on est capable d'aller chercher les données, l'intelligence derrière, si on veut, toutes les initiatives qu'on va faire en marketing dans notre environnement. Donc, ceci étant dit, il y a aussi les médias sociaux qu'on peut gérer. Par contre, les médias sociaux, on remarquera qu'on voit un calendrier de publication de médias sociaux. Donc, les gens qui font beaucoup de organique vont apprécier. Donc, on est capable d'aller créer des publications sur plusieurs plateformes. Donc, on a la plateforme Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, qu'on va avoir le preview de notre publication. Et on va être capable de placer ça dans le temps à des moments stratégiques. Si on a déjà un calendrier de publication qui a été établi ou qui est établi, par exemple, à chaque mois, chaque 2 mois pour le mois suivant, on va pouvoir être en mesure de les monter ici. Il y a une section carrément uniquement pour LinkedIn qui nous permet de faire des campagnes LinkedIn, des campagnes d'acquisition de leads sur LinkedIn. Donc, les LinkedIn users qui vont avoir vu notre profil, notre publication, nous, on peut faire des campagnes qui sont payantes. Donc, de la publicité directement sur LinkedIn, soit pour promouvoir notre entreprise en tant que telle, soit pour promouvoir un poste qu'on a à combler ou des postes à combler. Donc, ça peut être géré directement ici. La raison pour laquelle, bien évidemment, les autres médias sociaux n'ont pas cette configuration-là possible, c'est tout simplement que LinkedIn appartient à Microsoft et donc a été très, très simple de l'intégrer au système. Par contre, dans les autres médias sociaux, on est capable d'aller faire de la publication organique. Ce n'est pas une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire nous, on va mettre la publication, mais il y aura quand même de la gestion à faire sur les plateformes. S'il y a des gens qui nous posent des questions, s'il y a on veut faire de la campagne payante, ça sera fait directement sur la plateforme, par exemple sur Facebook. Donc, avec Facebook Ads, on va aller gérer nos campagnes là-bas. Ça, c'est vraiment ici, c'est de l'organique. Donc, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres fonctions aussi qui existent. Le scoring model est intéressant. Les gens qui vont faire du lead nurturing, donc aller travailler des leads sur une plus longue période, on va dire, bon, mais si par exemple mon lead fait telle action, par exemple, j'ouvre un courriel, je transfère un courriel, je m'inscris à l'infolette, on peut accorder en tant qu'entreprise un score à ces actions-là qui représente, dépendamment à quel point c'est pertinent pour nous, un score X ou Y. On se fait comme une échelle de score. Puis on dit, bon, mais par exemple, quand je m'inscris à l'infolette, je donne, je ne sais pas moi, 25 points, 30 points. Quand j'ouvre un courriel, c'est 5 points. Quand je fais, bon, peu importe. Et arriver, par exemple, à, mettons, 70 points, 80 points ou 100 points, bien, on va considérer comme le lead comme étant prêt à la vente. Donc, on va envoyer, par exemple, le lead. Les gens de vente vont savoir que, ben, il y a un classement qui est fait, pas nécessairement uniquement par date d'arrivée dans le système, mais aussi par score qui a été attribué à chacun de ces leads-là. Donc, on peut mettre du plus intéressé au moins intéressé à notre service profil, notre service ou produit, pardon. Et les gens de vente vont pouvoir prioriser leurs efforts. Donc, ça, c'est un élément qui est très intéressant. Donc, pour le moment, je dirais que pour l'espèce de training de marketing 101, ça compléterait. Évidemment, j'ai passé 95% de mon temps sur le outbound marketing. Je peux faire en quelques instants sur le real-time marketing, qui est une nouvelle fonctionnalité, si on veut, de moins en moins nouvelle, ça fait quand même un petit bout là, que ça existe, mais ça permet d'utiliser des éléments en temps réel, donc utiliser même de l'intelligence artificielle pour optimiser nos campagnes, optimiser nos
nos journeys finalement, en fonction de déclencheurs différents. Donc, par exemple, il y a plusieurs déclencheurs possibles de ce type-là. Par exemple, il y a un lead qui est écrit, il y a quelqu'un qui est arrivé à mon événement, il a fait un check-in. Il y a des gens qui ont reçu mon message texte. On a créé un contact. Puis, on peut en faire aussi des personnalisés. Donc, on va dire, ben, par exemple, moi, si je veux, je ne sais pas, moi, il y a un événement que j'ai créé, la personne a fait un check-in, je peux utiliser ce déclencheur-là dans un Customer Journey. Exemple banal et simple, j'ai fait un événement, par exemple, dans un salon, j'ai un kiosque, j'ai un code QR et puis je fais mon check-in avec ça. Mais la personne pourrait dire, bon, mais à chaque fois que quelqu'un fait un check-in dans mon kiosque, j'attends 3 minutes dans mon journey, ou 5 minutes, ou 10 minutes, et j'envoie un message texte, par exemple, avec une promotion en ligne, un code de rabais, exemple. Donc, c'est vraiment du marketing en temps réel. Ça peut être aussi quelque chose du genre, quand la personne se connecte au réseau Wi-Fi de mon établissement, si j'ai un établissement, je fais une promotion directement, comment dire, en même temps que la personne se connecte. Donc, moi, de mon côté, en tant qu'entreprise, ça me donne une idée ben, de qui s'est connecté quand. Et aussi, ben, pour la personne, ça donne un incitatif à soit faire un achat, soit s'abonner ou peu importe le but de sa visite.